Logiciel stop aux abus. Et oui, il serait temps de changer certaines pratiques qui ont cours notamment en Europe. Lesquelles? Pour les remplacer par quoi? On va en débattre avec Jean-Paul Smets, qui est installé à mes côtés, Bonjour. PDG de Rapid Space et chroniqueur régulier du monde du libre dans Smartech. Nous avons également en visio Alban Schmutz, vice-président en charge du développement et des affaires publiques chez OVH Cloud et président de CISP, l'association représentant les fournisseurs d'infrastructures cloud en Europe. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, Alban Schmutz, puisque c'est un peu vous qui avez lancé les hostilités avec le SIGREF, qui est le réseau des DSI, des grandes entreprises et administrations publiques françaises. Vous avez décidé qu'il en était temps d'en finir avec certaines pratiques et de définir 10 principes pour l'octroi de licences logicielles équitables pour les utilisateurs du cloud. Alors moi déjà, je voulais savoir de quelles pratiques déloyales on parlait. Vous parlez de certains éditeurs qui auraient des pratiques déloyales, c'est-à-dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, en tant que CISP, qui est une association de fournisseurs, on s'est retrouvé avec le SIGREF à identifier les mêmes pratiques problématiques sur le marché qui ont un impact sur l'utilisation du cloud par les grands clients. Et ces pratiques, quelles sont-elles? Je vais prendre quelques exemples. En fait, le sujet, c'est que les éditeurs de logiciels historiques ont, pour un certain nombre d'entre eux, acquis des parts de marché extrêmement importantes à travers le temps et utilisent cet effet de levier pour imposer à leurs clients en fait, des conditions qui ne sont pas loyales. Et pour prendre quelques exemples, si je suis, comment je peux sortir de mon éditeur de logiciel et utiliser le même logiciel chez un autre fournisseur de cloud? C'est une problématique et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire dans des conditions loyales. Par exemple, quand les prix augmentent quand je change de fournisseur de cloud, alors que la solution technologique reste la même, c'est un problème. Quand, par exemple, j'ai déjà acquis mes licences logicielles que j'utilise déjà en interne pour les besoins de mes utilisateurs. Si je veux les emmener, ces logiciels-là, ces licences-là, chez un fournisseur de cloud, je peux avoir des conditions de licence qui vont renchérir le coût de ces licences. Et la conséquence, c'est en fait, l'utilisateur n'a plus le choix nécessairement ou un choix libre de pouvoir choisir le fournisseur de son choix pour exécuter les licences. Et ça, c'est une problématique et une double problématique à la fois pour le grand utilisateur, qui va finalement pas avoir le choix de la solution technologique et de l'environnement technologique dans lequel il va utiliser des licences qu'il a déjà acquises, ou de l'autre côté de la barrière, pour des fournisseurs de cloud comme nous, qui vont pas pouvoir effectivement servir ces clients-là, puisqu'ils seront enfermés chez un de leurs fournisseurs. Donc on est dans ce type de problématique-là. Vous réclamez une sorte de portabilité du logiciel. Ce qu'on réclame, c'est effectivement à la fois la portabilité et une réelle interopérabilité aussi. Donc dans les principes, il y a des questions de clarté. Est-ce que les contrats sont clairs? C'est pas toujours le cas. On réclame le fait de pouvoir emmener ses licences logicielles chez le fournisseur de son choix. On réclame le fait de pouvoir interopérer, c'est-à-dire qu'effectivement on puisse venir s'intégrer dans un environnement logiciel déjà existant avec d'autres logiciels pour pouvoir en tirer parti et faire que ça fonctionne correctement. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là. Et donc la charte qu'on a lancée, on a développé une charte en 10 principes qu'on a lancée le 13 avril dernier entre le SIGREF et CISP, mais qui a un écho déjà européen, puisque des associations aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre et d'autres emboîtent déjà le pas pour soutenir notre démarche, sont allés dans cette direction-là avec nous, parce que c'est quelque chose de positif, et on veut dire aux éditeurs de logiciels, venez souscrire à ces principes. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui y sont favorables, mais pas forcément tous, et le sujet, c'est effectivement que tous viennent nous rejoindre dans cette démarche-là. Alors, on a un spécialiste du logiciel en plateau, Jean-Paul. Jean-Paul, quand tu as découvert cet appel à modifier les pratiques du logiciel, tu as été surpris? En fait, je croyais qu'on parlait d'un truc de 2004 qui s'appelle Fair Licensing, Ouais. qui est en fait une licence de logiciel libre qui oblige à bien citer l'auteur d'un logiciel. Donc, j'ai vu que c'était le même mot qui était utilisé pour parler d'autre chose. Donc ça m'a, je me suis dit, ils auraient pu faire un peu plus de recherche. Est-ce que c'est volontaire? On demandera pour à pas Alban. prendre le même mot, voilà.
Et après, j'ai regardé les principes. Alors, il y a quelque chose qui est exact dans tout ce qui est dit, c'est que oui, il y a des pratiques tarifaires discriminatoires, oui, il y a des ententes, et ce qui est très bien dans cette démarche, c'est qu'elle met le doigt sur quelque chose de très important, c'est que si on a des problèmes avec le cloud en Europe et des problèmes de domination d'acteurs américains, c'est pas parce que les Américains sont meilleurs, c'est parce qu'ils trichent d'un point de vue de droit de la concurrence. Et donc je trouve que la démarche qui est Alors parce que là, on parle des éditeurs de logiciels, on ne parle pas des fournisseurs de cloud. Oui, mais Microsoft est par exemple à la fois fournisseur de cloud et éditeur du logiciel Windows. Il fournit... Donc c'est ce mariage entre les deux qu'il faudrait défaire. Pas forcément. Donc là, les questions sont complexes parce que vous avez de la bureautique en ligne chez Microsoft, à travers Azure, comme vous avez des bureaux virtuels en ligne, et vous pouvez également acheter une licence de Windows ou une licence de logiciel bureautique. Mais est-ce que le prix interne de licence chez Microsoft Azure, est-ce que c'est le même que celui qui est vendu à, par exemple, un fournisseur de cloud européen? Et probablement non, de ce que j'en entends. Et là, on a simplement un problème de droit de la concurrence, et le droit de la concurrence, avec des mastodontes, ça ne se résout pas avec des mantras, ça se résout avec du contentieux. On le sait bien et on a tous les outils en Europe. Alors justement, on va avoir une nouvelle directive qui va arriver et qui doit réguler tout ça, le Digital Market Act, qui peut peut-être prendre en compte ces 10 principes. C'est un peu ce que vous appelez de vos voeux, Alban Schmutz. C'est exactement ça. Je vais juste revenir sur un point de ce qui a été dit. En fait, dans l'analyse qu'on a eue, nous, sur le marché du cloud, entre les clients et les fournisseurs d'infrastructures cloud, ce qu'on a vu ne pas fonctionner, c'est qu'en fait, c'est la position historique de certains éditeurs de logiciels. Comme vous le disiez, certains, en fait, sont éditeurs et fournisseurs de leurs propres solutions cloud. Et le sujet, c'est quand on utilise une position historique dans un domaine pour avoir une influence sur l'autre sans que les conditions de marché fonctionnent correctement. Et c'est ce qu'on veut effectivement atteindre aussi dans le cadre du Digital Markets Act. Donc c'est une régulation qui a été proposée par la Commission européenne en fin d'année dernière, qui est en cours de discussion à la fois au Parlement et les États membres, et qui deviendra a priori une régulation dans les quelques années qui viennent, et qui vise à créer des règles ex ante. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus dans un cas du droit de la concurrence traditionnel aujourd'hui où vous avez une infraction, ensuite il faut faire une enquête qui ensuite va passer devant un juge, etc. Dans le cadre du Digital Markets Act, on parle de gatekeepers, donc des sociétés qui ont un pouvoir de contrôle d'accès sur un certain nombre de sujets. Et à partir du moment où on est dans cette catégorie de gatekeepers, donc finalement les plus grands fournisseurs ou ceux qui sont ceux en position dominante vont avoir des obligations a priori, ex ante. Et c'est ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement les points de cette charte soient intégrés dans le cadre du Digital Markets Act pour que ces grands opérateurs, ces gatekeepers, doivent mettre en œuvre ces principes qui sont, à mon sens, finalement du bon sens, a priori. Et c'est le grand enjeu qu'on a ensemble entre le SIGREF et les membres de CISP, c'est qu'effectivement ces principes-là soient pris en compte ex ante, parce que le contentieux, comme ça a été dit juste à l'instant, c'est quelque chose qui est très long. Dans le monde du cloud, monter une affaire en contentieux, il y a le temps d'écrire le document, ça va prendre quelques années, le temps de le soumettre, le temps que l'enquête se fasse, le temps qu'il y ait un jugement, le temps qu'il y ait un appel. C'est des histoires qui vont prendre 10 ans, 15 ans. Donc, dans le monde du cloud, 15 ans, c'est une éternité. On a le temps qu'une entreprise meure 3 fois en 15 ans. Donc, il faut vraiment que ces éléments-là soient pris a priori, ex ante, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaye de porter ensemble avec le SIGREF aussi, au travers de cette charte qui est à la fois positive, mais à la fois comporte des éléments qui peuvent être intégrés tels quels dans le cadre de ce Digital Markets Act. Peut-être qu'on aura les deux, finalement. On aura à la fois des conflits qui se régleront par le contentieux, mais peut-être qu'on arrivera aussi à instaurer de bonnes bases. Alors, je voulais juste regarder dans les 10 principes qui sont édictés. J'avais 2 points particuliers, moi, sur lesquels je voulais vous faire réagir. Notamment, privilégier des standards ouverts chez les éditeurs de logiciels d'annuaire. Ça, c'est un peu le principe du logiciel libre ? C'est plutôt le principe de l'interopérabilité, le fait que 2 logiciels libres ou non libres partagent la même norme. Et donc c'est un bon principe de droit de la concurrence. Il est en théorie déjà disponible au travers de la directive sur le droit d'auteur appliqué au logiciel, avec un principe de droit au reverse engineering pour l'interopérabilité. Mais il est vrai que
Et pas forcément appliqué. C'est difficile encore à appliquer. Ce que je trouve, c'est que les membres du SIGREF manquent un petit peu de vigueur dans leur exercice de la concurrence. S'ils ne sont pas contents avec tel fournisseur d'annuaire, plutôt que de se plaindre, ils pourraient simplement utiliser des logiciels libres, financer des logiciels libres, le faire massivement et faire se développer une concurrence. Si on regarde Huawei, quand Huawei a été attaqué par les États-Unis, ils ne sont pas allés se plaindre qu'ils n'avaient plus accès à Android, ils ont développé leur propre operating system. Et donc je trouve qu'on manque un peu de pragmatisme, c'est pas si compliqué que ça de se battre. Et permettre la revente équitable de licences de logiciels. Ça, c'est aussi interdit par le droit d'auteur, a priori. Ouais. Et donc, dans toutes les discussions qu'on a là sur ces principes de non-discrimination tarifaire ou de non-discrimination, je pense que beaucoup d'entre eux vont être contraires aux traités internationaux sur le droit d'auteur. C'est pour ça que je pense que le contentieux, en fait, ça prend 2 mois. Il suffit de regarder le Health Data Hub. 2 mois pour mettre en difficulté le Health Data Hub et lui faire ouvrir les yeux sur les solutions françaises. Bon, Alban Schmutz, c'est une réaction là-dessus, sur la revente notamment équitable de licences logicielles? C'est une demande importante des grands utilisateurs. La problématique qui est rencontrée là-dedans, c'est de dire on a déjà acquis des licences. Ces licences-là, quand on s'en sert plus, on doit pouvoir les transférer à des conditions équitables. Et c'est ce type de sujet qui doit être couvert par les éditeurs de logiciels et que ça soit fait de manière, en accord avec les clients et dans un sens, bien compris de l'intérêt des 2 parties. Et une réaction sur l'appel aux logiciels libres ou en tout cas à des technologies nationales ou européennes? Alors, il y a ces 2 choses différentes, la notion de technologie nationale et la notion de logiciel libre, même si effectivement c'est un sujet qui m'est cher, puisque je crois que j'ai monté ma première société dans le logiciel libre, c'était il y a 25 ans, donc c'est un sujet qui m'est cher. Je suis assez d'accord qu'on peut construire des alternatives libres sur beaucoup de sujets, et ça c'est très clair. La problématique en fait qu'on a cherché à porter dans le cadre de cette charte, c'est de dire il y a des logiciels, il y a des logiciels libres et des logiciels qui ne sont pas libres. Dans les 2 cas, la notion de compétition équitable doit prévaloir. Et le logiciel libre, c'est une manière de l'implémenter. Je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, les directions informatiques devraient probablement plus soutenir, développer et choisir des alternatives dans le domaine du logiciel libre. Après, elles font les choix technologiques de la manière qui est la leur, en fonction des contraintes qui sont les leurs. Mais toujours est-il que c'est pas parce qu'on choisit une solution qui n'est pas du logiciel libre qu'elle ne doit pas être interopérable. Donc, ces 2 éléments sont disjoints, même si effectivement le fait de développer plus des solutions libres, va naturellement dans ce sens-là. Alors, je voulais profiter aussi de ce point sur le logiciel. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire quelles sont les bonnes, les mauvaises pratiques? Pour revenir sur la situation à propos du brevet, on en est où en Europe sur cette question du brevet logiciel, Jean-Paul? On en est au même état qu'il y a 20 ou 25 ans. Et c'est une bonne nouvelle, ça? Fantastique. En tout cas, pour moi, éditeur de logiciels, c'est merveilleux. Bon. Ça veut dire que j'aurai très peu de contentieux en brevet logiciel, très peu de patent troll. Et si je compare ma situation à celle de mes collègues aux États-Unis, eux font l'objet de contentieux en brevet de la part de cabinets qui possèdent des brevets mais ne font pas de logiciels. Et dépensent des... Parce que le brevet logiciel en Europe est interdit. Selon la Convention du brevet européen, oui, il est interdit. Et en 2015, le TGI à Paris, dans une affaire opposant Orange à Free, l'a confirmé en expliquant que toutes les astuces de rédaction que certains utilisent pour faire passer des brevets logiciels à l'Office européen des brevets sont contra legem, donc sont des artifices. Et on reste dans cette situation où finalement on peut déposer autant de brevets logiciels qu'on veut à l'Office européen des brevets. La technique, elle est simple. Si vous voulez déposer, par exemple, un brevet sur le calcul de la valeur d'un stock de marchandises, vous allez faire un calcul avec un calculateur sur la valeur par un dispositif de valorisation d'un stock de marchandises géré par un appareil de gestion de stock. Et en écrivant le brevet comme ça, vous transformez l'idée calcul sur la valeur d'un stock de marchandises en une technique
Et donc, ça devient brevetable Oui. au sens de l'Office européen des brevets. Puis après, vous allez en contentieux. Et selon le pays, par exemple en France, le TGI va dire « mais vous n'avez fait qu'un artifice de langage, ce brevet ne vaut rien ». C'est ce qui s'est passé entre Free et Orange. Et donc, pour les détenteurs de brevets, c'est magnifique. Ça leur permet de faire de l'évasion fiscale tranquillement vers le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, où en fait, le brevet permet en fait de créer des lignes de revenus sans impôt. Et lors des fusions d'entreprises, ça permet de bénéficier du régime des plus-values à moyen et long terme. Mais ces brevets sont difficiles en fait à utiliser parce qu'on risque de se les faire annuler. Alors on voit que quand même les choses bougent, même si vous dites que ça n'a pas bougé depuis 20 ans sur la question du brevet, mais là avec l'arrivée du cloud, on voit qu'on a des nouvelles problématiques qui se posent. Il y a l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle avec des algorithmes. Alors, des process. On trouve effectivement, par exemple, des tas de brevets de Palantir à l'Office européen des brevets. Alors, soit sur des méthodes techniques, par exemple, de gestion de la mémoire, mais on commence à en trouver sur, effectivement, des algorithmes d'IA. Donc, même situation, du brevet déposé en masse. En cas de contentieux, il arrivera probablement la même chose qu'au cas Free contre Orange, contre Allegem. On va demander à Alban Schmutz le mot de la fin là-dessus sur la question. Donc vous avez vu une nouvelle problématique arriver avec le cloud, avec l'arrivée de l'IA, les process algorithmiques, peut-être des choses qui sont brevetées qui ne devraient pas l'être. Quelle est la position de CISP là-dessus ? Alors, en tant que CISP, on n'a pas forcément, c'est pas une position, c'est pas un sujet sur lequel on a travaillé dans les brevets. Mais ce que je peux partager avec vous, c'est, et Jean-Paul avait raison là-dessus, la situation en Europe et ailleurs qu'en Europe, et notamment aux États-Unis, est très différente. Et je pense que le sujet des brevets, c'est pour une entreprise qui naît en Europe et qui ensuite va se développer aux États-Unis, c'est ou ailleurs, hein, mais notamment aux États-Unis, c'est d'être, j'allais dire, en contact avec ces patent trolls ou d'autres organisations qui vont venir affaiblir une organisation dans le cadre de son développement sur la base des brevets. Et ça, c'est une grosse problématique. Dans le cloud, le sujet, c'est pas que les brevets logiciels, il y a aussi du brevet matériel, parce qu'on développe des data centers avec des systèmes de refroidissement, etc. Donc le sujet du brevet est beaucoup plus large que ça. Mais on a un problème de masse critique, je pense, pour protéger les entreprises européennes sur ce sujet-là, quand elles vont se développer en dehors des frontières européennes. En 2020, je crois qu'en France, on a déposé 1 millier de brevets. Aux États-Unis, c'était, je crois, de l'ordre de 8500. 5500, je crois, en Chine. Donc on voit on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Et à partir du moment où une entreprise va se développer à l'international, elle va être confrontée à des risques d'affaiblissement, des gens qui vont les attaquer pour leur prendre de l'argent, hein, tout simplement, sur la base des brevets. Et donc on a besoin d'avoir un écosystème de brevets en Europe. Et là où aujourd'hui, dans le cloud, finalement, les grands acteurs du cloud ont créé beaucoup de brevets, donc les très grands acteurs du cloud vont créer beaucoup de brevets. Le sujet qu'on peut avoir en tant qu'Européen, je pense, c'est de considérer la question de comment on peut collectiviser ces choses-là et peut-être avoir une alliance défensive entre des acteurs qui produisent des brevets en Europe, mais qui vont effectivement protéger finalement l'écosystème européen quand il va essayer de se projeter ailleurs. Et c'est pas forcément pour être offensif, mais déjà pour ne pas se faire attaquer quand on va ailleurs, alors qu'on est finalement dans son bon droit sur la technologie. Merci beaucoup, Alban Schmutz, président de CISP, Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour vos alertes autour du logiciel. C'est l'heure de passer à notre rendez-vous avec le biomimétisme, ou quand la nature inspire les technologies.